Et aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour tous ceux qui se lancent dans l'investissement ou l'achat immobilier, comment bien négocier un bien immobilier. Et pour nous accompagner, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut, créateur du podcast Bye Bye Patron, un expert en négociation et investisseur aguerri. Thibaut partage régulièrement ses expériences et astuces pour aider ses auditeurs à quitter la vie de salarié et à se lancer avec succès dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Dans cet épisode, nous allons découvrir les meilleures techniques de négociation, les erreurs à éviter et comment maximiser vos chances d'obtenir le bien immobilier de vos rêves au meilleur prix. Et si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. En effet, cette simple note va nous aider à continuer à grandir et à vous offrir un contenu toutes les semaines et de qualité. Alors, je vous en remercie d'avance. Et bien sûr, si vous nous écoutez mais vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Ça y est, que vous soyez investisseur, débutant ou chevronné, cet épisode regorge de conseils pratiques pour devenir un maître de la négociation immobilière. Alors restez avec nous, cet épisode vous promet de vous donner toutes les clés pour réussir votre prochaine acquisition. Enchanté Thibaut, merci beaucoup d'être là. Ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir sur mon podcast pour échanger sur la négociation d'un bien immobilier, comment bien négocier. Merci beaucoup d'être là Thibaut. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, comme souvent, comme les gens courtois, on va rendre l'invitation. Donc, moi, je passe sur ton podcast et toi, tu vas passer ensuite, on va enregistrer un épisode ensemble sur mon podcast Bye Bye Patron. Et bien justement, j'ai envie de faire la bonne transition avec ça. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Tu viens d'aborder ton podcast, mais quel est ton parcours, notamment en tant qu'investisseur immobilier? Puis quel est ton parcours d'un point de vue global? Je vais essayer de faire court, mais j'ai 1 million d'activités, donc c'est toujours compliqué. Mais en gros, moi, j'ai une longue formation, on va dire, d'expert comptable. Après, je suis parti, j'ai une longue formation dans la finance d'entreprise. Ça fait plus que 10 ans maintenant que je travaille là-dedans. J'en parle quasiment jamais sur les réseaux parce que, en fait, c'est pas du tout ce que je souhaite partager. Et après, au bout de 2-3 ans dans cette activité, j'ai vu tous les bienfaits de l'immobilier. Donc, j'ai commencé à acheter 1 appartement, 2 appartements et j'ai accéléré de plus en plus. Et après, pendant de nombreuses années, j'ai acheté 5 appartements par an. Donc, ça a bien enchaîné. J'étais tout le temps soit en compromis, en fait, j'allais d'un compromis à l'autre. Et depuis plus que 3 ans, donc c'est une activité qui m'a pris beaucoup de temps, tu t'en doutes. Et donc, au départ, j'en parle à mes proches. Et ensuite, j'ai bien vu que c'était pas non plus la came de tout le monde. Donc, je me suis dit, je vais en parler que à des gens intéressés. Donc, j'ai lancé mon podcast. Ça fait plus que 3 ans. J'ai plus que 180 épisodes maintenant. Et la plupart du temps, j'interviewe des investisseurs immobiliers, pas seulement, j'ai aussi des sportifs, des personnes dans la bourse, dans vraiment des parcours atypiques. Mais le plus souvent, le point commun, j'ai vu par exemple un coach en sommeil, mais le point commun, c'est toujours l'immobilier ou quasiment toujours. Et donc, maintenant, je gère mes diverses activités. Donc, c'est principalement mon activité dans la finance d'entreprise, mon activité de gestion de mes biens que j'ai acheté au fil des années. Et après, j'ai le podcast et tout ce qui est autour du podcast. Notamment, j'accompagne des investisseurs débutants. Tout ce qui est autour du podcast, ça prend beaucoup de temps, mais c'est marginal en termes de revenus. C'est vraiment mes 2 principales activités. C'est plutôt la finance et l'immobilier. Multitude d'activités, j'ai envie de dire. Yes. De ton côté, comme le sujet est immobilier, c'est bien sûr pourquoi tu es là aujourd'hui, comme tu es comme tu es un expert en immobilier du fait de ton expérience et de tes interviews avec la plupart de tes invités. Peux-tu déjà nous faire un rapide contexte du marché immobilier depuis cette remontée des taux qui est intervenue en fin 2022? Alors, c'est une bonne question. Le marché, il s'est fortement détendu. S'il y a un truc qu'on peut dire, c'est qu'avant, par exemple, je te donne un exemple, avant 2022, on était obligé d'appeler les agents immobiliers. Envoyer un mail, ça ne fonctionnait jamais. Il s'avère qu'avant 2022, le marché était très tendu. Il fallait vraiment être rapide, il fallait appeler. C'était assez compliqué et les prix ont augmenté. Il y a eu un mélange de prix qui ont augmenté et aussi il y a comme une bulle qui s'est créée, un peu comme, je ne sais pas si tu as un peu suivi la crypto, mais à un moment, peu importe le projet crypto qui sortait, ça valait tout de suite une fortune. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu. Il y a eu vraiment c'est un effet qui était un peu suivre l'inflation, voire un peu plus, et puis un effet vraiment de bulle. Donc, cette bulle, elle a vraiment, moi, de l'impression que j'ai, elle a vraiment éclaté. Donc, maintenant, les prix, ils ont globalement baissé. Les biens, ils mettent plus de temps à se vendre. En même temps, on a eu toutes les législations sur les diagnostics de performance énergétique avec les interdictions de louer pour les pires notes. Et donc, tout ça a fait que les investisseurs, notamment immobiliers, il y en a beaucoup moins. Et c'est plutôt un bon point pour nous, hein. Franchement, la hausse des taux, elle nous a fait vraiment gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros
par bien. Alors bien sûr, il faut bien négocier, hein, et c'est pas tous les biens. Moi, je dis toujours, il faut acheter que des bonnes affaires. On peut pas transformer n'importe quel bien en bonne affaire, mais en tout cas, vraiment, on a plus le temps. On peut mieux négocier, on peut acheter des biens de meilleure qualité, je trouve, parce qu'avant, il y a tout qui partait. Voilà. Et puis, on peut envoyer des mails aux agents immobiliers, ce qui est bien pratique parce que souvent, les agents, ils ont plein de qualités, mais ils ont aussi pas mal de défauts. Et un défaut principal qu'ils ont, c'est qu'ils ne mettent pas les adresses des biens, voire pas les quartiers. Mmh. On le sait, en France, il y a plein de quartiers qui sont compliqués dans à peu près toutes les villes. Même dans les villes de 20 000 habitants, il peut vite y avoir des problèmes d'insécurité et tout ça. Donc ça, c'est vraiment la pire erreur qu'on puisse faire en tant qu'investisseur immobilier, c'est d'acheter un bien dans une zone comme ça, qui est un peu hors de contrôle. Et le problème, c'est que les agents immobiliers, pour ne pas se faire voler les mandats, ils ne mettent pas les adresses. Et donc, en fait, avoir l'adresse ou au moins le quartier, c'est indispensable. Et maintenant, via email, moi, je peux shooter 100 emails dans la journée. Et après, les agents, ils me rappellent. Et ça prend beaucoup moins de temps que devoir les appeler et puis qu'on vous dise, forcément, souvent, les biens les moins chers, donc les plus rentables, sont dans les pires quartiers. Et nous, on cherche la pépite, justement, qui n'est pas dans ce type de quartier. Mais on peut perdre des journées et des journées à appeler. Et franchement, ça peut vite prendre une semaine pour organiser une journée avec beaucoup de visites. Maintenant, ça va quand même un peu mieux, je trouve. Oui, donc si je dois résumer ce que tu viens de dire, hein, il y a une force acheteuse et avant c'était une force vendeuse. Aujourd'hui, c'est la force Yes. acheteuse. On peut négocier son bien immobilier, d'où le fait que tu sois là aujourd'hui pour nous donner des astuces sur comment bien négocier un bien immobilier. D'ailleurs, c'est la question qui suit, Thibaut. Donne-nous 3 astuces pour bien négocier un bien immobilier. 3 choses auxquelles tu penses directement quand tu penses négociation, à quoi il faut penser quand on est acheteur. Alors, le premier point qui est le plus important, je pense, c'est se focaliser sur le prix final qu'on va payer. Moi, les meilleures affaires que j'ai fait, c'était sans négocier parce qu'en fait, le prix était déjà tellement bon, on ne négocie pas. L'important, c'est surtout pas de se dire j'ai négocié 20%, 30%, j'ai fait une bonne affaire. L'important, c'est vraiment le prix final que tu vas payer. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Et ce prix final doit être inférieur au prix du marché. Donc si vraiment il est déjà très inférieur, si tu es en recherche, tu le sais, tu le vois tout de suite. Moi, j'ai acheté un bien, j'ai fait 130 000 euros de plus-value sans travaux en 2 ans. Donc, je l'ai acheté, j'ai rien fait, j'ai gagné 5 000 euros par mois avec ce bien. Pour te dire, je l'ai acheté 230 000 euros, je l'ai revendu 370 000 euros sans rien faire, j'avais juste super bien acheté. Donc, déjà, le premier point, c'est le prix qu'on paye, c'est pas la réduction qu'on a. C'est un peu comme quand on achète une voiture neuve. Bon, moi, j'en ai jamais acheté, mais on a tous entendu, ah oui, mais j'ai eu 20% de réduction avec les options et tout. En fait, tu as quand même, non, tu as payé le prix que le vendeur il a bien voulu te donner, même si tu as un peu négocié. Ce n'est pas forcément l'affaire du siècle si tu as 20 ou 30%, ou les canapés, encore pire, on voit parfois à la télé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, indépendamment du bien, c'est le vendeur. En fait, c'est lui qui va tout vous faire. Il faut trouver le bon vendeur. Il y a des vendeurs qui sont des bons vendeurs et il y a des vendeurs qui sont des mauvais vendeurs. Les bons vendeurs, on va dire, ils seront enclins à négocier et les mauvais vendeurs, ils ne le seront pas. Alors, les mauvais vendeurs, ça peut être quoi? L'exemple un peu typique, ça va être un couple qui a la trentaine, qui vient d'avoir un enfant, qui vend un premier appartement qu'il a acheté il n'y a pas si longtemps, qui veut acheter une maison, il a vraiment besoin des fonds et du coup, il ne peut pas en fait baisser. Ça se trouve, il a un emprunt qui reste avec un solde restant dû assez important, donc il ne peut pas baisser en fait. Donc ça, c'est le mauvais vendeur. Et les bons vendeurs, c'est les personnes soit qui n'ont pas acheté le bien, donc par exemple un héritage, ou alors qui se répartissent, c'est une donation, ils sont 4 ou 5 à se répartir le bien. Donc, si vous négociez 50 000 euros, ça va être que 10 000 euros par personne. Donc, les personnes, peut-être qu'elles vont préférer toucher 40 000 sur plutôt que 50 000 pas sur chacune. Ça peut être aussi des gens pressés. On les connaît, c'est les événements de la vie en fait. C'est des déménagements, mutations, divorces, ou alors des personnes qui ont acheté les biens il y a longtemps, qui l'ont peut-être acheté, admettons, 100 000 euros. Aujourd'hui, ça vaut 300. Mais eux, en tête, ils ont encore qu'ils l'ont payé 100 000. Donc, peut-être que vous allez pouvoir l'acheter à 200 000. Ils n'ont plus d'emprunt, plus de crédit. Ça, c'est souvent, moi, j'ai acheté beaucoup de biens des anciennes défiscalisations, les Pinel, etc. Mmh. Et en fait, souvent, les gens les avaient payés très cher. On les achète souvent moins cher que ce qu'ils avaient payé il y a 20 ans. Mais en tout cas, ils n'ont plus d'emprunt. Donc, peut-être qu'ils ont payé, je ne sais pas, 100. J'ai acheté des biens, par exemple, qu'ils avaient acheté 180 000. Je les ai achetés 80 000. Et bon, eux, ils ont 80 000 sur. Voilà, ils ont payé trop cher. Mais en tout cas, ils n'ont plus d'emprunt. Souvent, ils arrivent à la retraite, ils ne veulent plus gérer des biens et tout ça. Et du coup, vous allez pouvoir attaquer la négo. Après, il y a d'autres biens, mais ça dépend un peu de votre niveau en investissement. Moi, je ne recommande pas trop les biens avec beaucoup de travaux parce que souvent, en fait, les travaux, ils coûtent très cher, surtout dans les villes où l'immobilier n'est pas très cher.
Et du coup, on peut négocier, bien sûr, s'il y a des travaux, mais les gros travaux, souvent, ça peut représenter plus que le prix du bien. Donc, bien sûr, s'il y a des gros travaux, il faut négocier, mais c'est pas toujours gage d'un projet à la fin qui soit vraiment rentable, parce que les travaux peuvent vraiment exploser. Déjà, le devis initial, et après, il y a toujours des surplus. Et au niveau de la troisième astuce, est-ce que tu en as une troisième qui te vient à l'esprit quand Troisième, tu penses troisième négociation immobilière? astuce, troisième astuce, c'est en fait de savoir depuis quand le bien est en vente. Donc ça, il y a plusieurs astuces. Il y a des sites dédiés. Et après, ça c'est vraiment une astuce pépite que je peux vous donner. En fait, souvent donc il y a des diagnostics pour vendre les biens immobiliers. Donc les diagnostics, les DPE notamment pour l'énergie, amiante, plomb, électricité. Et ça, en fait, vous allez pouvoir un peu identifier. Si par exemple le diagnostic il a été fait il y a 4-5 mois, eh ben, vous dites qu'il a été fait pour la vente, il a été fait parce qu'ils ont des durées qui sont différentes de validité. Et donc là, vous êtes en position de force. Idem, vous pouvez aller sur Google Street View. Si jamais la voiture Google est passée il y a quelques mois devant l'appartement ou devant la maison, vous allez pouvoir trouver le panneau à vendre avec la date de Google Street View. Et comme ça, vous savez si le bien est en vente depuis longtemps ou non. Parce qu'un bien qui vient de sortir, c'est très très compliqué de négocier fortement, sauf si les gens sont vraiment vraiment pressés. Mais c'est toujours pareil, c'est plutôt dans la lassitude qu'on fait les bonnes affaires. Ouais, tout à fait. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être des bonnes affaires à saisir du fait du contexte, tu en as parlé auparavant, et du fait des Mm. nouvelles réglementations. On entend souvent parler des diagnostics de performance énergétique. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Est-ce que ça permet d'augmenter la marge de négociation? Oui, bien sûr. Alors, il y a 2 points. On va dire dans la théorie, on voit très bien. Donc, il y a des interdictions de louer qui sont en 2025, 2028, 2032 pour les lettres E, F, G. Donc, dans la théorie, et ça marche encore sur certains biens, si vous avez une lettre E, F, G, c'est un super argument pour dire, bah voilà, moi je veux louer, mais en fait, il y a des travaux qui sont nécessaires. Le point qui est très important, c'est que en fait, il y a des biens pour lesquels c'est très difficile d'améliorer la lettre, hein. Notamment les biens, les petites surfaces. Bon, ça a été un peu changé le mode de calcul, mais les biens sous les combles, tout ça, il y a vraiment des biens pour lesquels c'est très compliqué. Vous pouvez avoir 1 million d'euros, vous ne pourrez pas avoir une super bonne note dans les travaux. Donc ça, il faut faire quand même très attention. Le point, par contre, dont je me suis aperçu et qui est flagrant, c'est que depuis qu'il y a les législations, les notes, elles se sont énormément améliorées. Avant, sur les immeubles des années 60-70, chaudière collective qui est remplacée quand il faut, du double vitrage déjà, on avait des biens en F, en G, alors que c'était bien sûr pas les biens les mieux isolés, mais c'était pas non plus un appartement haussmannien ou que sais-je. Et maintenant, on voit plein de biens avec des lettres D, alors qu'il n'y a pas des travaux d'isolation qui ont été faits. Voilà, la chaudière, elle continue. Bon, bien sûr, les chaudières au fioul, là, ça va plus, mais celles au gaz, en fait, les notes se sont tout simplement améliorées. On ne va pas dire qu'il y a eu une sorte de lobbyisme ou alors que les diagnostiqueurs, ils ont un peu modifié leur mode de calcul, mais c'est quand même assez approximatif ce mode de calcul. Si vous voyez des biens en D ou en... Moi, j'ai plusieurs biens, par exemple, dans des copros, dans une copro, j'ai plusieurs biens. Et ça, j'ai plusieurs cas comme ça. Et d'un appartement à l'autre, vous avez des notes qui peuvent varier du C au E sans aucun problème, alors qu'ils sont dans le même état. Donc, c'est un bon argument si vous avez du E ou du F. Moi, le F, j'y vais plus. Franchement, en ce moment, j'y vais pas. Je trouve que c'est trop cher d'améliorer la note. C'est trop incertain. Ou alors, si vous achetez tout l'immeuble, admettons, pourquoi pas, et que vous allez pouvoir avoir la main mise sur tous les travaux. Parce que ce qui fonctionne bien, c'est par exemple mettre une pompe à chaleur ou faire l'isolation par l'extérieur. Ça, si vous n'avez qu'un appartement, vous ne pouvez pas le faire. Donc là, ça peut être un argument qui est fort. Vous pouvez acheter des lettres même très mauvaises. Si vous êtes en copro, moi, je vais jusqu'au E, mais je ne vais pas aller sur les F ou les G. Mais en tout cas, c'est un argument qui est très fort, notamment si les travaux ont déjà été votés. Contrairement à ce qu'on dit souvent, les travaux, ce n'est pas parce qu'ils ont été votés que ce sera la charge du vendeur. Les travaux, c'est pour le propriétaire au moment de l'appel de fonds. En tout cas, ça, c'est la règle de base. Après, vous pouvez avoir des arrangements avec le vendeur, mais s'il y a des travaux dans les 3 prochaines années qui ont été votés, qui ont été validés, si vous achetez, eh ben, ce sera quand même à vous, en tant que propriétaire, de payer ces travaux, sauf clause contraire dans l'acte authentique. Et on est d'accord, du coup, Thibaut, pour répondre à ma question, on est d'accord que plus la lettre est basse, plus il est facile de négocier logiquement. Si bas, c'est EFG, oui, forcément. Oui. Ouais. Et en plus, ça effraie beaucoup de gens. Par exemple, si c'est des retraités qui détiennent les biens, ils ne vont pas vouloir faire des travaux. Voilà, ça peut effrayer les gens. C'est toujours pareil avec les travaux. S'il y a des travaux, s'il y a 40 000 euros de travaux, il faut négocier au moins 60 000 euros. Sinon, il ne faut pas y aller. Si c'est pour négocier 10 000 euros, ce n'est pas la peine d'y aller.
il y a trop d'incertitudes, trop de temps de vacances locatives, etc. Enfin, voilà, tout a un prix. Il faut vraiment le fixer. Et parfois, les vendeurs, ils ne sont pas prêts à accepter. Ils ne se rendent pas bien compte en fait, des budgets. C'est à vous de faire vos devoirs, entre guillemets, et de savoir quel montant vous allez être exposé. Et bien sûr, de négocier plus que ça pour faire une bonne affaire. Le but, c'est toujours de faire une bonne affaire à l'achat. Ouais, pourquoi pas estimer les travaux avec des experts qui peuvent se rendre sur place, hein. Et puis effectivement, vous le savez aussi, les travaux peuvent être déductibles si c'est un investissement locatif. Donc ça peut être intéressant aussi d'un point de vue fiscal, des travaux dans un bien immobilier. Mhm. Donc la négociation doit avoir lieu et comme le dit Thibaut, plus la lettre va vers le EFG, plus il y a une forte chance de pouvoir négocier le bien immobilier. On le voit également en France avec les statistiques qui sont tombées. Les biens immobiliers qui sont EFG se vendent moins 20, moins 25% moins cher, alors que le ABCD reste à moins 10, moins 15 en termes de baisse. Donc il y a quand même une baisse un peu plus importante sur les biens Bien avec sûr. des DPE très mauvais. De Yes. ton côté, si tu devais donner un avis concret aux personnes pour investir dans l'immobilier, est-ce que tu penses que c'est le bon moment, en cette fin d'année 2024, d'investir dans l'immobilier? Est-ce qu'il y a des sources d'opportunités actuellement ou est-ce qu'il faut plutôt attendre? Bah déjà, moi, je suis investisseur boursier, hein. On n'a jamais le journal du lendemain, sinon ça ferait, ça ferait longtemps que je ferais autre chose. Non, bien sûr, on le dit toujours, c'est l'adage bien connu, il fallait acheter de l'immobilier, le meilleur moment c'était il y a 20 ans, le deuxième meilleur c'est aujourd'hui. Bah, moi, pour te donner un exemple tout simple, là, je suis en train de... Bah, demain, moi, j'ai déjà signé le compromis, mais la vendeuse signe le compromis. J'ai acheté un bien 110 000 euros. Il avait déjà été vendu 138 000 euros et en fait, la personne n'a pas eu le financement. Donc moi, rien que en fait, du fait que je sois finançable, eh ben, j'ai gagné 28 000 euros. Ça fait plus que 25% à peu près 25% de baisse. Donc vraiment, il ne faut pas se focaliser sur les histoires des taux. Les taux, c'est des centaines d'euros. On le sait, les emprunts, on peut les renégocier. Et là, on peut vraiment gagner des dizaines de milliers d'euros. Moi, je suis des gens depuis longtemps qui ont acheté aussi plusieurs biens dans la même copro et à des prix de plus en plus bas. Donc voilà, c'est sûr que quand on débute, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, peut-être que 100 euros, tout le monde parle du cash flow. Et bien sûr, au début, il faut essayer d'avoir des biens qui dégagent du cash flow, donc dans lesquels vos revenus sont supérieurs au moins au remboursement, si ce n'est à toutes les sorties qu'il y a. Mais même si vous êtes il y a des gens qui ne vont pas sur des biens, ils disent ouais, je suis en cash flow négatif de 50 ou de 100 euros. Mais si tu peux négocier comme moi 28 000 euros, ça fait combien de mois à 100 ou 200 euros de cash flow négatif? Donc, ça dépend forcément toujours de votre situation. Si vous êtes tout débutant, essayez quand même de trouver des biens au moins qui s'autofinancent. Ça dépend des régions de France. L'Ouest, c'est compliqué. Le Sud-Est, c'est compliqué. Mais il y a plein de régions dans lesquelles peut-être vous êtes né dans une région ailleurs que là où vous habitez, tout ça. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Et après, on pourra toujours renégocier. Mais si après, quand vous revendez, vous prenez 20 ou 30 000 euros, si vous avez pu absorber, entre guillemets, peut-être ce cash flow nul ou un tout petit peu négatif, c'est comme ça qu'on fait de l'argent. De toute façon, en immobilier, l'argent, il arrive vraiment que le jour où on revend. Il n'arrive pas vraiment à l'exploitation. C'est quand, à la fois, on récupère l'argent qu'on a amorti et surtout la plus-value éventuelle. Voilà, il n'y a aucune raison, si les taux ils rebaissent, que les prix ils reviennent pas à quelque chose qui ressemblait à 2022. Donc, pour moi, c'est vraiment le meilleur moment. Et d'ailleurs, là, j'achète un bien, tu vois, le compromis, je le signe, enfin, il sera signé demain. Il faut en profiter. Voilà, peut-être que vous avez 20 ou 30 ans, vous n'avez pas pu bénéficier des apparts à Paris à 1 000 euros le mètre carré d'il y a 40 ans ou 50 ans. Vous, si on est jeune, c'est maintenant, c'est un peu le moment qu'on a maintenant. Il y a 5-10 ans, il y avait les taux à 1%. On ne sait pas ce qui fera le futur, mais en tout cas, pour moi, c'est le bon moment. Et aussi, à mon avis, il y a beaucoup de sociétés et d'artisans qui ont dû faire faillite là, pendant cette période. Moi, j'habite à l'étranger, on le voit, il y a eu beaucoup, beaucoup de fermetures. Et du coup, on se dit que les nouveaux logements, et ça va mettre tellement de temps aussi à ce qu'il y ait des nouveaux logements qui se créent, que le marché de l'ancien, il va sûrement, en tout cas, c'est mon avis, il va être soutenu. Dans tous les cas, dans l'immobilier, la chance qu'on a, c'est si le marché il monte pas, on continue d'encaisser des loyers. Comme moi, j'encaisse peut-être, je sais pas, d'entre 10 et 15 000 euros de loyer par mois. Et puis, s'il y a des grosses plus-values, comme le bien dont je t'ai parlé avant, qui a pris 5 000 euros par mois, on vend, on prend sa plus-value et après, on peut réinvestir, on peut repayer des apports. Donc voilà, on a vraiment le choix. C'est peut-être du coup le meilleur moment en fait pour négocier aujourd'hui. Qu'on soit bon négociateur ou pas, au moins il y a des portes Ouais. d'entrée à la négociation, alors que dans certaines périodes, il n'y avait vraiment aucune porte d'entrée à la négociation. Il fallait être excellent dans la négociation pour pouvoir trouver 3-4 000 euros Yes. sur certains biens immobiliers. C'est ça, ça dépend toujours du marché. De toute façon, voilà, vous ne pouvez pas faire des miracles. S'il y a 10 personnes qui... une fois, j'ai visité un bien pendant 1 heure et à la fin, le vendeur il m'a dit, j'ai déjà 18 offres, dont des surenchères. S'il me l'avait dit à la première minute, je serais ressorti. J'aurais dit au revoir, c'est pas la peine, ça ne m'intéresse pas à ce prix-là. Donc, c'est vraiment... là, vous êtes en position de force, profitez-en.
n'attendez pas que les taux, on ne sait pas, hein, les taux, clairement, on ne sait pas exactement ce qui va arriver. Mais en tout cas, chaque mois qui passe, moi, je rembourse des milliers d'euros d'emprunts parce que j'ai acheté, il y a plusieurs années. Et aussi, ce qu'il faut bien penser, c'est si les taux, l'inflation fait augmenter les loyers. Donc, en fait, par exemple, vous allez peut-être acheter un bien, on va dire, à l'autofinancement. Donc, toutes les sorties et toutes les rentrées vont s'équilibrer. Mais dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, moi, il y a des biens, les loyers ont augmenté de plus que 200 euros en 4 ans. Et du coup, là, vous allez vraiment récupérer à ce moment-là du cash flow. Donc, pour moi, ça ne sert à rien d'attendre. Après, bien sûr, dans l'immobilier, surtout si votre vie, elle va bien, ne vous mettez pas non plus en difficulté en faisant un peu all-in sur bien parce que c'est la bonne période. Faites toujours un peu vos calculs prudemment, mais n'achetez que des bonnes affaires, n'achetez pas n'importe quoi. Thibaut, on a fait le tour de la négociation. Est-ce que tu peux nous dire rapidement où est-ce qu'on peut te retrouver en quelques mots, même si tu nous l'as déjà dit au départ, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, si vous voulez tous mes liens, j'ai d'ailleurs un livre sur la négociation immobilière. Vous allez sur mon site, c'est www.grosbillet, au pluriel bien sûr, .com, www.grosbillet.com. Et là, vous avez les liens vers le podcast Bye Bye Patron, le lien vers le livre pour négocier un bien immobilier. Et puis, on aura le lien surtout vers l'épisode qu'on va enregistrer tous les deux sur mon podcast avec. Eh ben, merci beaucoup Thibaut pour ton temps. On a respecté le timing, donc je te remercie beaucoup. Yes, à bientôt. Bye bye. Merci. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode riche en conseils sur l'art de négocier un bien immobilier. Un grand merci à Thibaut, hôte du podcast Bye Bye Patron, pour avoir partagé avec nous ses techniques éprouvées et son expérience de terrain. Grâce à ces précieux conseils, vous avez maintenant en main des stratégies pour aborder vos négociations avec beaucoup plus de confiance. Et si vous appréciez notre contenu, n'hésitez surtout pas à nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. En effet, cette simple note va nous aider à continuer à grandir et à vous offrir un contenu de qualité. Et si vous nous écoutez, mais vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Et enfin, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller écouter l'épisode 88, Comment devenir un investisseur immobilier.